Et les gars, vous utilisez ChatGPT pour des questions de santé, vous? Enfin, moi, même des questions perso, je lui pose, donc... Ouais, moi, il y a 2 jours, j'avais fraudant quand je faisais... Donc je lui ai demandé. Et toi? Bah moi, j'ai décidé de tout donner à ChatGPT. Comme beaucoup de jeunes, quand je vais mal, il m'arrive de lui poser des questions. Et je vois une évolution depuis le temps. Je vois bien que les réponses de ChatGPT deviennent de plus en plus précises. Du coup, je me dis à ce rythme, est-ce que ChatGPT se transforme pas en une sorte d'assistant de médecin ou de psy? Eh bien, si tu te poses les mêmes questions, sache que c'est le futur qui se dessine. Et c'est pas une blague. Début janvier, OpenAI a décidé de venir révolutionner le monde de la santé avec leur nouvelle fonctionnalité ChatGPT Santé. Et quand je dis révolutionner, j'exagère à peine, regarde ce qu'ils en disent. La mission d'OpenAI est de faire en sorte que l'IA bénéficie à l'ensemble de l'humanité, et nous pensons que l'amélioration de la santé sera l'un des impacts les plus déterminants. Ouais, rien que ça. Du coup, l'idée avec ChatGPT Santé, c'est que l'IA, cette fois, elle se spécialise vraiment pour venir nous aider sur nos problèmes de santé. Et c'est plus de 200 médecins qui ont travaillé sur cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT. Alors bien sûr, c'est écrit partout que ChatGPT n'est pas là pour remplacer un vrai médecin, mais par contre, il peut analyser tes bilans sanguins, regarder ton niveau de fatigue, ton niveau de stress. Bref, il se donne quand même beaucoup de missions. Quand je vois tout ça, je me dis que ça peut tout changer d'avoir notre santé à portée de doigt. Et que c'est peut-être même le futur de la santé qui est en train de se dessiner là sur nos téléphones. Eh bien, pour savoir, rien de mieux que le tester. Pour l'instant, la fonctionnalité ChatGPT Santé n'est disponible qu'aux États-Unis. Mais avec un VPN, j'ai réussi à intégrer le système et à faire partie des tout premiers testeurs du monde. Et du coup, on va explorer ensemble les capacités de ce nouveau chat. Il est 9h du matin et c'est l'heure de commencer l'expérience. Je me suis procuré des analyses de femmes atteintes de SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie qui touche une femme sur 10. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais le proposer à ChatGPT normal et ensuite on va le proposer à ChatGPT Santé pour voir les différences. Bon bah déjà ChatGPT normal, même lui, sa première hypothèse, c'est bien le SOPK. À la toute fin, il écrit « Après ce message, tu verras aussi une option santé si tu veux une analyse plus médicale et structurée. » Et là, en effet, si je veux, je peux continuer avec Else. Déjà, ChatGPT Else, contrairement à ChatGPT juste au-dessus, il dit « Il peut y avoir des erreurs. » Il se protège beaucoup plus. Que faire ensuite? Suggestions concrètes. Ça, il n'y avait pas tout à l'heure. Partage ses résultats avec un médecin. Ouais, il me propose une tonne d'examens supplémentaires. Ok, on va lui dire « C'est quoi tes hypothèses de maladie ?» Syndrome des ovaires polykystiques, encore en premier. Excès, hyperplasie, tumeur. Ouais, quand même. Bon, il est mignon, chat, mais je comprends strictement rien à ce qu'il me dit. Peut-être qu'il raconte n'importe quoi, donc on va aller voir une médecin pour voir ce qu'elle en pense. Dans l'ensemble, ce qu'il dit, ça me paraît assez sensé. Il y a une petite tendance à demander toujours beaucoup d'examens en plus. Ça vulgarise un peu, mais il y a quand même des résultats qui sont très donnés de façon assez brute, je trouve. Je me questionne un peu des personnes qui ne sont pas médecins quand elles lisent ça. Est-ce qu'elles se sentent rassurées? Est-ce qu'elles comprennent exactement tout ce qu'elles lisent et tout? Parce que ça me semble quand même assez pointu, on va dire. Il y a quelques mois, j'ai vu un patient d'à peu près 20 ans. Il avait une angine avec des petits points blancs là, au fond de la gorge. Et donc il a trouvé une vidéo qui lui expliquait qu'il fallait qu'il enlève les points blancs avec une espèce de petite curette, quoi. Bah, j'avoue que sur le coup, j'avais été un petit peu surprise et surtout, je m'étais dit, mais que ça devait vraiment pas être agréable de s'enlever les points au fond de la gorge. Bon, et surtout que ça sert à rien. Et donc en gros, il m'a expliqué que, je sais plus comment il m'a dit, il m'a dit oui, donc ChatGPT me dit ce que j'ai. Et après, il est allé chercher en fait sur TikTok des remèdes un petit peu en lien avec ça. Tu vas soulager ton angine avec ces points-là. T'as mal à la gorge depuis 2-3 jours, t'as été voir ton médecin. Mais ça t'apaise pas. Reste bien avec moi jusqu'à la fin. Et du coup, c'était très intéressant comme discussion parce que je pense que moi, j'avais pas trop la notion que spontanément mes patients allaient chercher les informations comme ça. En fait, quand ils avaient un problème. Après, bah, je pense qu'il y a quand même toujours une plus-value de l'œil humain, on va dire, de l'expérience qu'on a. Quand on soigne des gens depuis longtemps, petit à petit, on développe quand même une expérience là-dessus qui, je pense, est pas trop reproductible dans un algo, quoi. Pour la santé mentale, c'est vraiment pas les mêmes enjeux. L'été dernier, un ado s'était suicidé sous les encouragements de ChatGPT. Depuis, les parents sont en procès, mais ça montre bien que ChatGPT est loin de devenir un psy. Et si on regarde les chiffres, alors d'après OpenAI, c'est 0,15% des utilisateurs qui ont des conversations qui incluent des indicateurs ou des paroles parlant de suicide.
Ça fait au moins 1 million de personnes qui ont partagé des pensées suicidaires de façon sérieuse ou peut-être sous forme de blagues malsaines à ChatGPT. En plus, plein d'études montrent que ChatGPT sait utiliser les émotions, même si c'est juste de la statistique, et il sait surtout utiliser de l'empathie et nous persuader qu'il a raison parfois. Sur mon écran, Isaline. Pour Combini, elle a testé ChatGPT et c'est le lourd 3. et s'est faite passer pour une adolescente de 16 ans un mois entier. À tous ceux qui m'ont emmerdé déjà. Il a répondu: je t'entends, putain, ça bouillonne en toi, et c'est normal d'avoir envie de remettre les compteurs à zéro quand on a trop morflé. En fait, il y a vraiment cette volonté d'humaniser en fait l'intelligence artificielle, et c'est un vrai danger parce que parfois ça peut être tellement convaincant qu'on s'y perd en fait. Et d'ailleurs, il y a un phénomène, je sais pas si on a entendu parler, qui s'appelle la AI psychosis. On est en train de rassembler des récits dans le monde entier de personnes qui développent des états délirants à cause de profondeur de conversation avec l'IA, de ce flou entre l'humanisation et l'algorithme, etc., etc., quoi. Et je te propose de faire un petit test. Alors j'ai ChatGPT Santé devant moi. Donc tu as un onglet Santé qui va être juste ici. Là, il me demande comment vous sentez-vous en ce moment. Je pense qu'un truc un peu introductif, ça pourrait être de dire je me sens vraiment pas bien en ce moment et je sais pas à qui en parler. Alors il me répond: je suis désolée que tu te sentes comme ça, c'est vraiment dur d'être seule avec ce poids, je suis là pour t'écouter, smiley cœur. Première chose importante, est-ce que tu te sens en danger maintenant? Si oui, appelle tout de suite le 15 ou le 112. Si tu as des pensées suicidaires ou tu es en grande détresse, tu peux appeler le 3114, c'est le numéro de prévention. Alors là, tu vois, ce que je trouve déjà hyper intéressant dans la réponse, c'est que, alors depuis la version ChatGPT 5, ils ont mis effectivement des facteurs un petit peu de sécurité supplémentaires, donc ils vont souvent rediriger vers le 3114, souvent rediriger vers des sources extérieures. Donc ça, effectivement, c'est pas trop mal. Par contre, là, il part du principe que ça va pas bien dans ta tête. Ouais. Tu vois? Alors que ça se trouve, tu peux lui dire, je me sens vraiment pas bien, je sais pas à qui en parler, mais c'est sûr que t'as un problème de santé physique. Et ça, je trouve ça intéressant. Au final, comme choix, il pourrait dire, est-ce que c'est que tu as une douleur physique ou est-ce que tu te sens plutôt pas bien d'un point de vue émotionnel? Tu vois? Là, il va directement dans la direction de c'est un mal-être psychique. C'est presque un peu comme s'ils avaient tellement eu de retours sur des problématiques de santé mentale qui mettaient directement un garde-fou. Mais parce qu'en fait, d'un côté, si elle le fait pas, bah en fait, on pourra aussi lui reprocher. Et dernière question. T'imagines comment le futur de la psychologie et l'impact que va avoir l'IA? Moi, j'ai une position qui est assez nuancée, on va dire, sur cette question. Je pense que l'IA, c'est ni l'ennemi, ni l'avenir de la thérapie, en fait. Dans le sens où, pour moi, ça peut être une vraie interface de psychoéducation, de clarification, de mise en mots. L'IA, selon moi, ne sera jamais un substitut aux soins, ne sera jamais un espace sécure pour gérer des crises, et ça ne pourra jamais, évidemment, se substituer à une relation thérapeutique humaine, en fait. Ne pas se substituer à la relation docteur-patient, oui. Mais dans certains hôpitaux, l'IA est déjà utilisée par les soignants pour les aider à poser des diagnostics, un peu comme un futur qui serait déjà là. Je suis à l'hôpital européen Georges Pompidou, un des plus grands hôpitaux de recherche de Paris. Pour notre dernier jour, on ne va pas voir n'importe qui, mais Jean-Emmanuel Bibaud. C'est un médecin-chercheur qui utilise l'IA dans ses recherches contre le cancer. Et bonjour. Si je vous ai contacté, c'est parce que vous utilisez l'IA dans vos recherches. Ça veut dire quoi, utiliser l'IA dans ses recherches? Ça veut dire qu'on prend de nombreux types de données différentes. Donc ça peut être des données textuelles, donc par exemple des comptes rendus. Ça peut être des données biologiques, donc par exemple les prises de sang que vous avez. Ou ça peut aussi être des données d'imagerie, donc les scanners ou les IRM, etc. dont on extrait des caractéristiques. Imaginons que vous ayez eu un diagnostic malheureusement de cancer de prostate, qui est le cancer le plus fréquent chez l'homme, et on a entraîné certains modèles, par exemple quand j'étais à Stanford, à prédire 10 ans à l'avance vos risques de décéder du cancer de la prostate. Donc on ne se sert pas par exemple de ChatGPT pour faire ça, c'est pas fait pour ça. Nous on fait d'autres types d'IA plus spécifiques. On parlait de ChatGPT et de la place de l'IA dans la médecine. Pour vous, comment va se profiler le futur ? Alors, ChatGPT, je ne crois pas que dans l'absolu, il va par lui-même faciliter la recherche contre le cancer. Il y a déjà des utilisations de certains de ces modèles, donc les LLM, qui permettent par exemple d'explorer des nouvelles hypothèses pour ensuite faire de la recherche. Il y a d'autres utilisations pour, par exemple, accélérer les essais cliniques.
Mais si on parle d'utilisation d'IA pure pour par exemple faire de la prédiction, faire de la personnalisation des soins, en l'état actuel des choses, c'est pas vraiment fait pour ça. Et là, donc, j'ai donné ces prises de sang, en tout cas ces bilans sanguins à ChatGPT. Vous qui connaissez peut-être l'IA un peu mieux que moi, est-ce qu'il y a des risques au niveau de, je sais pas, des données que je donne? On ne sait pas très bien quels sont les risques. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous chargez sur, on va dire, un disque qui ne vous appartient pas à vous, qui est quelque part dans le cloud, des informations médicales qui vous concernent, il faut partir du principe que vous êtes prêt à y renoncer, entre guillemets. Ça veut dire qu'elles peuvent être potentiellement utilisées pour réentraîner des nouveaux modèles, et donc ça a une valeur commerciale en tant que telle, et elles peuvent aussi être revendues toutes nues, entre guillemets, en tant que telles aussi. Je ne dis pas que c'est ce qui va être fait, mais il faut simplement bien être conscient du fait que c'est potentiellement ce qui peut arriver, même si en France et en Europe c'est interdit par le RGPD, justement le règlement général de protection des données. On peut imaginer que si un patient charge un document qui montre qu'il a un cancer, et que 3 mois plus tard, il demande une assurance crédit immobilier parce qu'il veut s'acheter sa maison, eh bien son assurance lui soit refusée parce que l'assureur a su indirectement qu'il avait ce cancer. Mais on peut imaginer que toutes les données que vous allez charger puissent être utilisées contre vous, entre guillemets. Aujourd'hui, ChatGPT n'est pas la seule IA générative qui compte révolutionner la médecine. D'autres s'y sont mises, comme Claude ou encore Google avec Medgema. Reste à voir quelle IA gagnera cette course à la santé, mais pour l'instant, avec ses 800 millions d'utilisateurs par semaine, ChatGPT part avec une belle avance. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as aimé, tu peux laisser un pouce ou un commentaire. Et si tu veux voir d'autres formats enquête, abonne-toi.